Bonjour à tous, aujourd'hui donc le cours sur la fonction alimentée, et on va voir plus précisément les piles et les accumulateurs. Donc revenons rapidement à la chaîne d'information et chaîne d'énergie. Donc vous vous rappelez, la chaîne d'information permet d'avoir les fonctions acquérir, traiter et communiquer, et puis la chaîne d'énergie, qui se trouve en dessous, elle, a les fonctions alimenter, moduler, convertir, transmettre et agir. On peut remarquer sur cette chaîne d'énergie et cette chaîne d'information que les fils qui relient les différentes fonctions de la chaîne d'information ou de la chaîne d'énergie sont totalement différentes. Alors pourquoi? Petite explication, sur la chaîne d'information, tous les fils rouges correspondent à du transport d'informations. Par contre, les fils qui sont des demi-fils avec une petite flèche coupée à moitié correspondent à des liens de la chaîne d'énergie. Alors, une petite explication, on vous dit que ces liens de la chaîne d'énergie, eux, vont transmettre plusieurs choses. Ils vont transmettre à la fois un effort et un flux. Alors la fonction qu'on cherche à étudier aujourd'hui, c'est la fonction alimentée à travers les piles et les accumulateurs. Et donc on voit bien que les flux qui vont être transportés dans cette chaîne d'énergie, excusez-moi, sont tout d'abord un effort, qui est la tension, et le flux, qui va être le courant. Ces deux informations vont permettre de générer à la sortie de la fonction alimentation une première chose qui est le produit donc de l'effort fois le flux, qui est la tension fois le courant, et qui va donner la puissance exprimée en watts. Et puis, si on regarde ça avec l'évolution du temps, on en sortira donc une énergie qui, elle, est exprimée en joules, qui est le produit donc de la puissance, U fois I, multiplié par le temps pendant lequel cette puissance est consommée. Alors, si on met U et I en ampères et T en secondes, on obtient l'énergie en joules, je vous rappelle. Par contre, si on est passé en heures au niveau du temps, on aura donc affaire à une énergie exprimée en wattheures. Nous allons donc aborder ce qui nous intéresse, qui sont les alimentations dites autonomes. Une alimentation autonome est une source d'énergie électrique. Elle offre l'immense avantage donc de ne pas modéliser, de ne pas mobiliser le réseau EDF. Donc l'alimentation est faite par l'intermédiaire d'un dispositif qui est dit autonome et qu'on va appeler un système embarqué. Alors on peut rencontrer différents types de technologies de ces sources d'alimentation autonome. La pile, qu'on va étudier aujourd'hui, l'accumulateur, et puis qu'on va étudier également aujourd'hui, et deux autres qu'on ne va pas étudier aujourd'hui, mais qu'on verra par la suite, qui sont les panneaux photovoltaïques, panneaux solaires dits photovoltaïques, et les aérogénérateurs, qui sont plus précisément les éoliennes. Donc si on regarde, on va traiter en deux parties. Première partie, les piles, et ensuite on s'intéressera aux accumulateurs ou batteries. Donc les premières choses qui sont les piles, appelées salines, alcalines ou lithium. On vous dit que la pile est un dispositif électrochimique non rechargeable qui transforme donc de façon irréversible de l'énergie chimique en énergie électrique sous la réaction chimique appelée oxydoréduction. Donc c'est un phénomène qui est irréversible. L'oxydoréduction sera certainement vu en physique-chimie avec le collègue. Donc irréversible, on a une pile, on y entre à l'intérieur une énergie chimique qui est stockée à l'intérieur et on ne peut l'utiliser qu'une seule fois jusqu'à temps qu'elle soit épuisée sous forme électrique. Donc la pile n'est pas rechargeable. La première personne à avoir développé les piles, on en voit un schéma ici, c'est Monsieur Volta qui a donné donc son nom à l'unité de la tension, les volts. Il a fait la découverte qu'en empilant des couches de zinc, des rondelles de zinc et des rondelles de cuivre séparées par un isolant telle une feutrine, imbibé d'eau salée, en faisant cet empilage, on pouvait obtenir aux bornes de tout cet empilage une tension qu'on pouvait utiliser. Donc il avait découvert la pile. Donc une pile électrique, on vous dit que c'est quelque chose qui n'est pas rechargeable. C'est le fabricant qui va donc stocker l'énergie chimique à l'intérieur, à la base, avant de vous la vendre. Quand il est épuisé, on ne peut plus rien utiliser, donc en énergie électrique. Et donc, on a l'obligation, normalement, depuis quelques années, de recycler les piles. La tension à la sortie d'une pile est de forme continue. Et dans son modèle équivalent qu'on va voir un peu plus bas, on verra que la résistance interne doit être le plus faible possible. Le symbole électrique de la pile, c'est ce petit symbole, avec la patte moins qui est la plus petite patte, et la plus grande patte qui est la patte plus de la pile. Donc elle est polarisée, puisqu'elle sort une tension dite continue. Quelques grandeurs à connaître au niveau de la pile, qui sont tension, capacité, énergie. Donc la charge d'une pile, ou appelée capacité UTC, on peut la rencontrer sous deux lettres différentes, Q, ou alors C pour capacité, ou la charge d'électricité, fournie par la pile, et le produit de l'intensité multiplié par le temps. Donc Q est égal à I fois T.
et ben, l'unité de cette grandeur Q, ou C, si on l'appelle capacité C, elle est en coulomb si on utilise I en ampères et T en secondes, et elle va être en ampères-heure si cette fois-ci le temps est utilisé en heures à la place d'être en secondes. On sait également que l'énergie la formule de l'énergie, c'est la puissance fois le temps, on l'a vu un petit peu au-dessus. Donc si je rappelle que la puissance, vu qu'on en continue, c'est U fois I multiplié par le temps, on obtient que l'énergie, en transformant ces deux formules, en reprenant la formule de la quantité d'électricité ou de la capacité, on voit apparaître que l'énergie d'une batterie ou d'une pile sera égale au produit de la tension multiplié par la capacité de la pile ou la quantité d'électricité qu'elle dispose. Quelques petits calculs dans un premier exemple. On vous donne 4 piles qui sont plus ou moins connues, les LR3, LR5, LR20. La pile au lithium CR32 qui est la pile bouton. La tension nominale de ces batteries qui sont soit de 1,5 V pour ces batteries, pour ces piles, excusez-moi, ou 3 volts pour celle-ci. La capacité qu'elles ont, qui est exprimée soit en ampères-heure, soit en milliampères-heure, et on se demande comment calculer l'énergie dont dispose une telle pile, et qu'elle pourra fournir donc à son utilisateur. Exemple de calcul pour la partie qui se trouve en bas. Donc, si on veut obtenir cette énergie en joules, il va falloir transformer cette intensité ou capacité qui est en milliampères-heure en ampères secondes. Donc, pour la transformer en ampères secondes, il suffit de la diviser par 1000 et de la multiplier par 3600. Et puis, en faisant le produit donc, de ce qu'on aura obtenu ici, donc tension multipliée par la capacité en ampères secondes, on n'aura qu'à multiplier les deux, et puis une fois qu'on aura cette capacité, on obtiendra donc ici par exemple une énergie qui vaut 2484 joules, qu'on pourra obtenir en wattheure en le divisant par 3600 bien sûr, puisque le rapport entre les wattheures et les joules est 3600. Je vous laisse calculer pour les autres piles les valeurs à mettre dans ces colonnes. On va essayer donc de caractériser maintenant la pile en donnant la caractéristique donc tension en fonction du courant et son modèle équivalent simplifié. On se dit que dans le modèle équivalent simplifié, on sait que la pile elle est composée d'un générateur parfait, qu'on va appeler E, une faible résistance, la plus faible possible, pour éliminer, pour qu'il y ait le moins de pertes possible quand on va tirer du courant à notre pile, donc une résistance interne le plus faible possible, et puis notre batterie et notre pile, et donc le modèle équivalent est à l'intérieur de ces pointillés. La tension utilisable par l'utilisateur et la tension U qui se trouve ici. Donc si on applique les différentes lois d'EMA et la loi d'Ohm, on sait donc que la chute de tension pendant la résistance, c'est la résistance fois le courant, ça on le connaît depuis très longtemps, que la loi d'EMA nous dit que la tension E moins la tension UR moins la tension U nous donne 0, donc la tension utilisateur qui est la tension U, c'est bien E, la tension ici, au centre de la pile, moins la tension UR qui, elle, vaut RI. Donc la caractéristique d'une pile est de la forme E moins R fois I. Donc si on la trace, la voici apparaître, donc tension sur les ordonnées, le courant sur les abscisses, et on voit bien que le tracé de cette caractéristique qui est E moins RI donne une droite partant du point E pour I égale 0, donc il y a la tension à vide de la pile, et puis étant décroissante et dont la pente est proportionnelle à la résistance, la pente est donc la résistance. Ça c'est la caractéristique théorique. En réalité, on n'a pas tout à fait ceci. On a une grande partie de la courbe pratique, la vraie courbe, qui suit cette caractéristique théorique et qui, à partir d'un certain moment, la pile n'est plus capable de fournir la tension pour le courant qu'on lui demande et elle va donc s'effondrer pour aller atteindre ici le point qu'on va appeler le courant de court-circuit de la pile. Donc plusieurs points à retenir. Ici, tension à vide, c'est-à-dire aucun courant débité, on récupère la tension E. On a la pente de la droite qui est la résistance interne de la batterie, et puis sur une caractéristique réelle, on voit que la tension va s'effondrer à partir d'un certain courant. Donc ce qu'on remarque, pour I égale 0, on retrouve donc la tension E qui est la tension dite à vide, et que le coefficient directeur de la droite est R, c'est ce qu'on a dit avant. Un petit exemple à faire, on vous donne l'exemple d'une pile de 9 volts, les piles carrées, vous connaissez, 9 volts, quelqu'un a fait pour vous les relevés de la tension et du courant, donc à la sortie de cette pile, on voit qu'au fur et à mesure qu'on tire du courant, on voit bien la tension qui diminue. On vous demande donc de tracer la caractéristique et de déterminer la tension à vide de la batterie ou de la pile et de déterminer la résistance interne. Donc, il suffit d'aller placer des points
donc, sur la caractéristique. Donc si vous placez vous les points en gradient bien sûr de 1 volt en 1 volt, l'axe des ordonnées est de 0,1 ampère sur l'axe des abscisses. On arrive à placer facilement tous ces points. On remarque qu'on a tout d'abord une partie dite plus ou moins linéaire, et ensuite on a quelque chose qui n'est plus linéaire, qui ne suit plus le départ, et qui commence à s'effondrer. Donc par rapport à cette caractéristique, on est déjà passé de ce côté-ci, le dernier point se trouve de ce côté-ci, les points précédents sont à peu près sur le départ. Une fois que vous aurez tracé ça, il va nous être simple de retrouver la tension à vide, puisque la tension à vide elle est donnée quand le courant est nul, donc c'est le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, qui se suit, donc on va obtenir forcément 9 volts, on le sait tout de suite. Ensuite, pour déterminer la résistance, on va essayer de rester dans la partie linéaire, donc moi j'ai pris la totalité des points sauf le dernier, donc je me suis dit entre la partie qui se trouve ici et ici, donc entre 9 volts et 7,5 volts, et je n'ai qu'à calculer donc la pente de cette droite. Donc pour calculer la pente de cette droite, il suffit de calculer un delta U qui se trouve ici sur le delta I qui se trouve ici. Donc le delta U, je l'ai obtenu en faisant 9 moins 7,5 qui est la différence des tensions, et le delta I, c'est bien les 1 ampère moins les 0 ampères de départ, et on trouve une résistance interne de 1,5 ohm. Donc si je reviens sur le modèle équivalent, je pourrais caractériser ma pile de 9 volts par un générateur parfait de 9 volts et une résistance interne de 1,5 ohm. Donc ça, c'est le modèle équivalent de la pile qu'on pourrait utiliser pour les calculs par la suite. Passons maintenant au couplage de batterie ou de pile. Il est possible, quand on n'a pas assez d'énergie ou pas assez de tension, de coupler en parallèle ou en série, ou de faire un couplage mixte encore, les batteries. Alors si on fait un couplage série, qui est ce couplage ici, vous êtes bien d'accord, deux batteries de 12 volts, ou de grosses piles de 12 volts, ayant une capacité de 100 ampères-heure, si on les met en série, on remarque que d'après la loi des mailles, la tension va s'additionner, on obtiendra une batterie qui vaut 24 volts, donc tension s'additionne au niveau des batteries montées en série. Par contre, la capacité va rester la même, c'est-à-dire que si on avait une capacité de chaque batterie de 100 ampères-heure, la capacité totale sera de 100 ampères-heure. C'est-à-dire que cette batterie, si on lui demande de nous donner un courant de 1 ampère, elle pourra le débiter pendant 100 heures. Si je prends les deux mêmes batteries, que cette fois-ci je les couple en parallèle, ce que je remarque, c'est que les tensions restent les mêmes. Donc la tension 12 volts de base va rester la même. Par contre, on voit bien que les capacités vont s'additionner et on obtiendra une batterie, elle, cette fois-ci de 200 ampères-heure. On peut également faire des couplages mixtes pour augmenter donc la tension et augmenter la capacité du dispositif que l'on aurait besoin. Ceci, c'est en fonction, si on n'avait pas la batterie nécessaire pour alimenter notre système, on peut donc réaliser un couplage de batterie. Donc nous avons parlé des piles jusqu'à maintenant, donc dispositifs qui ne se rechargent pas. On va aborder maintenant ce qu'on appelle accumulateur ou batterie. Selon les termes, on l'appelle accumulateur ou batterie. Accumulateur, c'est un simple élément, et la mise en association de plusieurs éléments donne une batterie en fait. Alors, si je regarde, cette fois-ci, maintenant, l'accumulateur est un appareil qui emmagasine de l'énergie sous forme chimique, comme la batterie, et la restitue sous forme électrique, comme la batterie. Sauf que l'énergie chimique, on peut, cette fois-ci, ce n'est pas le constructeur qui la met dedans, mais c'est l'utilisateur. Donc, il va y avoir possibilité de stocker à partir de l'énergie électrique, de transformer cette énergie électrique en énergie chimique pour la mettre dans la batterie, et puis ensuite de l'utiliser, cette énergie chimique, pour la transformer en énergie électrique pour pouvoir l'utiliser. Donc, il y a deux parties. Une partie dite charge, une partie décharge. Attention, le nombre de cycles de charge et de décharge est quelque chose de limité sur les batteries ou les accumulateurs. Donc le principe de fonctionnement, on vous donne deux petits schémas dans lesquels on y voit apparaître le transfert d'électrons ou de protons au sein de la batterie, qu'elle soit en décharge ou en charge. Il y a des transferts qui se font dans un sens ou dans l'autre, on ne va pas s'intéresser fortement à ça. Ce qu'on peut voir, c'est que sur la batterie, qu'est-ce qu'on va rentrer dedans? On va y rentrer une tension, un courant pour la charger, donc c'est qu'on va lui donner une puissance. Et à la sortie de cette batterie, on va ressortir donc une tension. Ce qui est important, c'est qu'on va alimenter quelque chose, on en sort une tension, et puis cette batterie a une certaine capacité, ce qui va nous donner une énergie consommée qui va être en wattheure ou en joules. Les caractéristiques de la batterie importantes à connaître sont sa capacité, bien sûr, ça va être pour l'utilisateur très important, la tension d'utilisation aussi par rapport à ce qu'il va alimenter, et puis la résistance interne qui va permettre de faire quelques calculs importants. On voit apparaître aussi au niveau de ces accumulateurs, en fonction des technologies, donc on voit les abréviations des technologies, là, on ne les connaît pas encore, on va en parler juste après. Donc ça, c'est des batteries au plomb, des batteries au NiCd, en nickel, cadmium, NiMH,
et les batteries lithium-ion qui sont les batteries de téléphone. Et cette courbe est assez intéressante à observer car elle a donc en ordonnée quelque chose qui s'appelle la densité d'énergie volumique et qui est exprimée donc en watt-heure par litre. Et dans l'autre sens, sur les abscisses, la densité d'énergie massique, qui elle, cette fois-ci, est exprimée en watt-heure, toujours l'énergie, par kilo. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que par exemple, si je prends une batterie au plomb, la densité massique ou volumique sont des choses très faibles. Donc, pour une énergie donnée, eh ben, si je prends une batterie au plomb ou une batterie au lithium, la batterie au lithium, quand je vois, elle a une énergie hyper importante. Donc, le poids pour une énergie donnée pour alimenter un système, si je devais alimenter un système, par exemple, je prends l'exemple, je veux alimenter un téléphone portable que vous avez, avec une batterie au plomb, je vois bien que le volume et la masse d'une batterie au plomb sera beaucoup plus importante qu'une batterie lithium. C'est pour ça que dans votre téléphone, eh ben, on a certainement mis des batteries lithium pour faciliter le transport de vos téléphones. Donc ça, c'était énergie massique, énergie volumique. Un tableau récapitulatif qui nous parle de plein de caractéristiques au niveau des différents types de batteries. Donc la batterie plomb-acide, la plus utilisée, celle qu'on rencontre dans nos voitures. La nickel-cadmium, on parlera après, qui est beaucoup moins utilisée, on verra pourquoi. La NiMH, qui est plus utilisée, celle-là on la rencontre plus dans l'électroportatif, les batteries pour le bricolage électroportatif. Et la dernière qui est la lithium-ion, qu'on rencontre énormément donc dans tout ce qui est vos appareils de téléphonie et tous les nouveaux appareils tels que les drones et les choses comme ça. Donc si on regarde un peu tout ce qui nous est donné, on nous parle un peu de ce qu'il y a sur l'électrode positive et l'électrode négative, comment elles sont constituées, quels matériaux constituent à chaque fois dans une batterie ou dans une pile, il y a une électrode positive, une électrode négative qui est constituée d'un matériau. Les tensions d'une cellule, c'est-à-dire qu'une cellule au plomb, eh ben, c'est 2 volts à la base. Une cellule, le lithium, c'est 3,6. Donc on peut se dire par exemple sur une voiture, c'est des batteries 12 volts, c'est-à-dire qu'on a 6 cellules en série. Dans un téléphone, on a alimenté en 3,6 volts, donc on n'utilise qu'une seule cellule lithium-ion. On nous rappelle un peu les caractéristiques densité d'énergie massique et densité d'énergie volumique pour les différentes technologies. C'est ce qu'on a vu dans le tableau croisé tout à l'heure avec les couleurs. Ce qui est bien très intéressant, c'est le nombre de cycles de charge-décharge, c'est-à-dire qu'on voit bien que, par exemple, une batterie au lithium peut aller jusqu'à 2000, alors qu'une batterie au plomb pourrait aller jusqu'à 1200 charges. Les températures d'utilisation, important selon où on se trouve. Le coût, on voit aussi apparaître les coûts, très importants, c'est-à-dire qu'une batterie au plomb coûte beaucoup moins cher qu'une batterie lithium, quand on regarde, un facteur de 10 à peu près. Et en poids, on regarde, le facteur est divisé à peu près par 5, et en volume aussi, tout ce qu'on avait tout à l'heure. L'autodécharge en pourcent, alors ça c'est une information qui peut être intéressante, ça correspond donc au pourcentage de décharge de la batterie en un mois. C'est-à-dire que si j'ai chargé totalement une batterie, si je prends une batterie au plomb, au bout d'un mois, elle aura perdu 5% de sa capacité de charge. Imaginons, elle faisait 100 ampères-heure, au bout d'un mois, elle ne fera plus que 95 ampères-heure. Elle aura encore en magasin 95 ampères-heure de capacité à me délivrer. Une batterie au lithium, elle aurait perdu 10%. Une batterie à NiMH, 30%, ce qui est important, mais je vous ai dit tout à l'heure, l'utilisation de ces batteries, c'est l'électroportatif, donc ma visseuse, si elle s'est déchargée de 30% au bout d'un mois, j'ai souvent 2 batteries, des chargeurs rapides, je remets en charge, et j'ai la possibilité de pouvoir me servir de mon instrument. Alors, avantage, inconvénient, on peut aller lire rapidement que y en a une qui coûte moins cher, par exemple, ça c'est un avantage, celle-ci c'est un peu moins cher, par contre, une faible densité massique, etc., etc., si on regarde bien, il y en a une qui est très toxique, celle qui est la NiCd, de la nickel-cadmium. Alors c'est pour ça que je vous dis qu'elle est très toxique, parce que depuis 2006, en Europe, il est interdit d'utiliser donc ce type de batterie. Il en existe encore en utilisation, mais elles sont interdites d'utilisation. Elles ne sont plus en vente dans l'Union européenne. Elles peuvent être vendues ailleurs, mais plus dans l'Union européenne. Petite conclusion rapide, ce qui est important à retenir, donc, c'est qu'en fonction de ce que l'on veut faire avec notre accumulateur ou notre batterie, on peut faire un choix sur le poids ou le volume de l'accumulateur, donc c'est la densité massique, densité énergétique. La durée de vie est également importante, donc le nombre de cycles de charge et de décharge, et le prix peut être un facteur de choix, ainsi que l'effet toxicité et recyclage des batteries. 2 petits exercices qui vous sont donnés. On a tout d'abord un bloc de sécurité qui s'appelle un BAES, qui a pour but de s'allumer lorsque l'électricité n'est plus présente dans un bâtiment pour aider les personnes à retrouver rapidement la sortie. Donc on vous donne des informations, un bloc d'éclairage 12 volts dont la consommation est de 50 mA, donc si on a branché un ampèremètre, on peut mesurer
consommation, excusez-moi, de 50 mA, on se dit que pour rester en sécurité, s'il y avait une panne de courant de 4 heures, ça serait bien. Au plus, il devrait tenir au moins 4 heures. Donc, on nous demande de calculer quelle est la capacité de cette batterie. La capacité, je vous rappelle, une quantité d'électricité stockée dans la batterie, la formule étant Q ou C égalité. Et ben, on sait que 50 mA donne 0,05 A pendant 4 heures. Donc, il nous faudrait une batterie de capacité environ égale à 0,2 ampères-heure pour que ce dispositif reste allumé 4 heures. Je dispose à l'intérieur du BAES, excusez-moi, d'une batterie ayant une capacité de 1 ampère-heure. Combien de temps ça va durer? Il est simple de reprendre la formule. Cette fois-ci, j'en sors le temps. Donc, c'est bien la capacité divisée par le courant. Et je remarque que si je divise mes 1 ampère-heure par 0,05 ampères, qui est la consommation de mon BAES, j'obtiens donc une durée d'allumage de ce dispositif de 20 heures. Donc ça, c'était calcul au niveau des capacités. Deuxième petit calcul d'application, cette fois-ci, c'est le calcul sur l'autodécharge de ma batterie. Je sais que j'ai une batterie lithium qui a une capacité de 2000 mAh qui équivaut à 2 ampères-heure, vous êtes bien d'accord. Elle est totalement chargée. J'éteins mon téléphone et je me dis qu'est-ce qui va rester dans ma batterie sans qu'elle ait consommé quelque chose au bout d'un mois et qu'est-ce qui va rester au bout d'un an. Si je prends au bout d'un mois, je vous ai dit que l'autodécharge était, donc là on est parti avec une autodécharge de 2%. Je pense qu'on est parti sur du 2%. Ouais, on est parti sur du 2%. Là c'était marqué 10%, mais le calcul est parti sur du 2%, vous êtes bien d'accord. Donc mon calcul est là. Il me reste donc au bout d'un mois 98% de ma batterie. Donc si j'étais parti avec 2000, j'obtiens 1960. Au bout de 12 mois, c'est à chaque fois, je reprends 98%, et il me reste 98% de la somme restante à la suite d'un mois, donc ça équivaut à 2000 fois 0,98 puissance 12. Donc si je regarde, il me reste 1569 mAh. Grossièrement, au bout d'un an, la batterie se serait déchargée d'un quart de sa capacité. Il resterait donc les 3/4 de la capacité si elle n'avait rien consommé du tout, je vous rappelle. Donc ça, c'était des petits exos d'application au niveau des batteries. On va maintenant s'intéresser à regarder des caractéristiques des différentes technologies d'accumulateurs, toujours, ou batteries. Donc je vous rappelle, un batterie, c'est l'association de plusieurs accumulateurs d'une certaine technologie ensemble. Donc on y voit apparaître là différentes caractéristiques. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a branché différents accumulateurs à une résistance qui nous permettait de tirer en continu 120 mA constamment, et on regarde au bout de combien de temps, grossièrement, les batteries vont se décharger et l'allure de leurs caractéristiques. On voit bien que ça, c'est donc un accumulateur lithium, un LiMH, alcaline, donc ça c'est une pile classique, c'est même pas un accumulateur, et ça aussi c'est une pile. On voit qu'elles ont différentes caractéristiques de décharge. Alors une qui va être beaucoup plus importante à regarder, c'est cette caractéristique-là qui va nous présenter donc la tension de sortie de deux technologies différentes, mais celles qu'on utilise le plus souvent, qui sont les batteries au plomb ou les batteries au lithium, en fonction de ce qu'on appelle le SOC. Donc le SOC, qui est le taux de charge de la batterie, state of charge, le taux de charge de la batterie exprimé cette fois-ci en pourcent. On marque bien que batterie chargée totalement au départ, et à chaque fois qu'on perd de la capacité, c'est-à-dire que là on a perdu 10% de la capacité de départ, et on voit que les tensions au niveau des batteries évoluent bien sûr en diminuant, elles ne peuvent pas aller en augmentant, mais elles évoluent en diminuant, que les caractéristiques sont un peu différentes. Si on analyse première, celle lithium-ion, on pourrait se dire que jusqu'à 80%, la batterie est dans une zone de tension qui évolue, qui n'est pas très grande. Alors là, on a des tensions, des échelles de tension autour de 56 volts, mais il serait facile de ramener ça à des 12 volts en appliquant des proportionnalités. Et qu'à partir des 80%, on voit que quand on a déchargé à plus de 80% de batterie, elle va complètement s'écrouler. Alors une batterie au plomb, elle, on voit c'est plus linéaire en partant du départ, mais ça va se décharger tout le temps linéairement, beaucoup plus linéairement, jusqu'à aussi obtenir à la fin le point final où la batterie est totalement déchargée et que la tension est complètement diminuée. Ce qui nous intéresse au travers de ces caractéristiques, pour nous, ça serait par exemple de récupérer l'information de l'état de charge d'une batterie dans un système qu'on est en train de développer. Alors comment on pourrait faire? Comment on pourrait mesurer ça? On a une batterie, et on voudrait donc sur un afficheur, au final,
mesurer, dire à ma batterie, il me reste encore 30% utilisable sur cette batterie. Donc le premier principe, c'est de dire, je prends ma batterie, je fais une adaptation de tension entre ma batterie et le dispositif de mesure qui est par la suite, donc puisque ma batterie a certainement une tension qui peut être beaucoup plus grande que le dispositif de mesure, donc l'adaptation se fait par l'intermédiaire d'un pont diviseur, en abaissant donc la tension présente sur la batterie et en la ramenant à une autre grandeur pouvant être utilisable par la partie traitement. Cette information, une fois qu'elle est là, qu'on la connaît, est bien une image de ce qui reste dans la batterie. Donc, on pourrait savoir sur la caractéristique où on se trouve. On rentre ceci dans un convertisseur analogique numérique qui fait partie d'un dispositif d'une carte à microcontrôleur. Donc, il y a un convertisseur analogique numérique qui va transformer donc cette tension analogique en un nombre. Ensuite, par calcul, on va arriver à retrouver la valeur de SOC par l'intermédiaire du microcontrôleur et directement, ensuite, aller afficher le pourcentage restant dans notre batterie. Donc, je rappelle, on a la batterie, on adapte la tension pour rentrer donc dans le dispositif de la carte microcontrôleur dans laquelle il y aura un convertisseur analogique numérique et le microcontrôleur, par exemple sur la carte Arduino, et ensuite, à travers des calculs qui vont permettre de rétablir la tension réelle qu'on a au bord de la batterie, et puis ensuite, en connaissant la courbe qui est ici, donner le pourcentage, donc l'équation de cette courbe doit être donnée à l'intérieur du microcontrôleur, et on pourrait retrouver directement le pourcentage de batterie restant donc à l'intérieur. Et puis ensuite l'afficher. Donc voici, moi j'ai terminé mon cours, j'espère que je vous ai apporté des connaissances, et puis que on pourra donc continuer pour la suite le cours sur les éoliennes et panneaux solaires photovoltaïques. Merci beaucoup.